Bonjour, bienvenue dans Point de Fusion, là où la science, l'innovation et l'entrepreneuriat se rencontrent, le podcast du campus innovation de l'Université de Rennes. Ambroise Couvercel, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Olivier Guilloux, professeur des universités à l'INSA Rennes en chimie des matériaux. Nous allons parler ensemble de brevets et de transfert de technologie. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors nous allons, avant de commencer notre entretien, je souhaitais donner quelques informations liminaires sur lesquelles tu peux réagir si tu le souhaites. Donc, sur la propriété intellectuelle, déjà, il faut savoir qu'elle se divise en deux grandes catégories. On a d'un côté la propriété littéraire et artistique qui va regrouper les droits d'auteur et le droit des logiciels, par exemple, et la propriété industrielle qui, elle, va concerner les brevets, les marques ou encore les dessins et modèles. Sur les brevets spécifiquement, puisque c'est le principal sujet que nous allons évoquer aujourd'hui, il y a trois grands critères de brevetabilité à connaître. La nouveauté de l'invention, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux divulgations, nous y reviendrons sûrement plus tard avec Olivier, mais il est important que justement il n'y ait pas de divulgation sur l'invention avant de faire la demande de dépôt de brevet. Et donc il est aussi important de faire des recherches d'antériorité sur le sujet qui vous concerne. Et puis, il y a aussi l'activité inventive. Donc, l'invention doit apporter une solution technique originale qui n'est pas évidente pour un expert dans le domaine concerné. Et enfin, le troisième critère, c'est l'application industrielle. Ça signifie que l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans n'importe quel secteur industriel. Voilà pour ce propos un peu liminaire de présentation pour vous donner un peu le cadre du sujet qu'on va évoquer aujourd'hui avec Olivier Guilloux. Donc Olivier, quand on est chercheur, enseignant-chercheur, personnel de recherche, comment est-ce qu'on se rend compte que l'on a des résultats qui sont éventuellement brevetables? En fait, la première chose, c'est qu'il faut être attentif. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête qu'éventuellement, quand on a un résultat, est-ce qu'il est brevetable, est-ce qu'il n'est pas brevetable. Après, ça revient un petit peu aux critères de brevetabilité. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Quelle est l'application qu'on peut viser? Et ensuite, bien, lorsqu'on répond oui à ces questions-là et que donc on se dit pourquoi ça ne serait pas brevetable, voilà, je crois qu'après, il faut aller voir des gens qui sont là pour nous accompagner, que ce soit les chargés de valorisation des établissements, ceux de la SAT, du campus innovation. Voilà. Donc on rappelle, la SAT, c'est la Société d'accélération de transfert de technologie, West Valorisation en ce qui nous concerne pour le campus rennais. Et qu'est-ce qui va justement, donc une fois qu'on a ces questions auxquelles on a répondu oui sur le caractère éventuellement brevetable d'une invention, qu'est-ce qui va motiver un chercheur à passer le pas et pour aller jusqu'au dépôt du brevet? La première chose, c'est que, en fait, faut que le chercheur y croit et pense qu'effectivement, le fait que le brevet soit déposé, ça va entraîner son transfert. Parce que déposer un brevet pour déposer un brevet, ça n'a aucun sens, ça coûte de l'argent et ça sert à rien. Euh, donc en fait, est-ce qu'il va y avoir une application? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut transférer le brevet? C'est ça qui va qui va motiver le fait d'y aller ou pas. Je pense que c'est ça l'essentiel. Il y a une deuxième chose aussi, hein, mais ça c'est plus large que simplement le dépôt de brevet, c'est le fait de travailler avec des industriels. Je pense qu'en fait, pour un chercheur, c'est extrêmement riche parce que les questions posées par les industriels ne sont pas du tout celles auxquelles on est habitué dans nos cercles académiques. Et donc, en fait, ça ouvre des perspectives, des voies de recherche auxquelles, éventuellement, on n'aurait pas pensé. Et donc, des voies de recherche originales. Et avec peut-être aussi une contribution à la société, peut-être que moins envisageable Bien aussi sûr, pour la recherche fondamentale. Ouais. bien sûr, surtout dans la période actuelle. Si on se dit que le brevet peut apporter une solution à certaines problématiques de développement durable ou de réchauffement climatique ou choses comme ça, eh bien évidemment c'est encore plus motivant de se dire je fais quelque chose qui a qui a vraiment du sens. Hmm. Alors, je voudrais revenir un peu sur justement la procédure à suivre quand on est chercheur, enfin personnel de recherche. Une fois qu'on a contacté un peu donc, le premier point de contact qui va nous venir le plus naturellement, que ce soit donc, le chargé de valorisation interne de l'établissement ou la SAT West Valorisation ou encore les personnels du campus innovation de l'Université de Rennes, quelle est la procédure à suivre? Comment, en tant que personnel de recherche, quelles sont les actions qu'on doit mettre en place pour justement poursuivre la procédure pour aller vers un dépôt de brevet? La première chose, d'abord, on va avoir un contact avec cette personne, on va lui expliquer le projet, et lui, il est souvent pas spécialiste, mais il va déjà voir si ça lui paraît présenter un intérêt. Et si c'est le cas, il va nous demander de rédiger très vite une déclaration d'invention.
Et cette déclaration d'invention, à l'intérieur, il va falloir qu'on traite tous les aspects. Est-ce que ça a été divulgué ou pas? Est-ce qu'on a la preuve de la date à laquelle on a fait cette découverte, style un cahier de labo? Est-ce que ça a déjà été fait ailleurs? Et donc, dans la déclaration d'invention, tous ces points-là doivent être observés. Et on va expliquer aussi en quoi nos recherches sont nouvelles, en quoi elles sont créatives et en quoi, en fait, elles peuvent donc être brevetées. D'accord. Et donc, ce travail, il est fait avec les personnes, les personnes donc, que tu as citées, sont là pour nous aider et sont là pour nous guider là-dedans, parce que autrement, c'est quelque chose d'inhabituel. Mmh. Je vais faire une petite parenthèse sur la déclaration d'invention, parce que c'est peut-être pas clair pour nos auditeurs et auditrices. C'est une déclaration que tout inventeur doit faire obligatoirement auprès de son employeur au moment justement de l'éventualité d'un dépôt de brevet. Et donc cette déclaration indique le nom des inventeurs et leur contribution en termes de pourcentage sur l'invention en question. Et donc sachez aussi, si vous êtes personnel de recherche d'un établissement public, vous ne serez pas propriétaire en personne de votre invention, ce sera votre établissement employeur qui sera propriétaire. Parenthèse refermée. Donc, quelles sont justement les difficultés qu'on peut vivre en tant que personnel de recherche, Olivier, tout au long du chemin avant le dépôt du brevet, et comment on peut y faire face? Quelles sont les grandes difficultés que toi, tu as pu être amené à rencontrer dans ton parcours, par exemple? La première chose, c'est qu'en fait, c'est pas nous qui rédigeons le brevet, c'est un cabinet de brevet. Mais c'est nous qui donnons toute la matière. Et c'est nous qui devons dire au cabinet de brevet, ben non, c'est pas bien, c'est pas ça qu'on voulait qu'il fallait dire, il fallait dire autrement. Et bon, donc en fait, c'est un vrai dialogue avec le cabinet de brevet et ça prend énormément de temps. Donc, si on additionne ça avec le fait que il ne faut pas divulguer avant la publication le dépôt du brevet, eh bien, ça fait que, en général, quand on pose un brevet, on a une baisse de production scientifique. Et comme on est jugé que par ça, que ce soit pour les promotions ou les primes, eh bien, clairement, il faut être capable d'accepter que pendant un an, on va avoir une petite baisse de production. Personnellement, je tiens quand même à signaler que moi, si on regarde ma courbe, après chaque brevet, au contraire, il y a une grosse augmentation qui compense en fait la perte qu'il y a eu pendant l'année où il y avait le dépôt du brevet. Donc, il faut être capable d'attendre un an. Il faut se dire, tant pis, il y a des choses qui vont attendre un petit peu. Mmh. Et ça, même quand il y a des travaux de thèse, par exemple, si un doctorant est impliqué, c'est faisable de retarder un peu les échéances? Oui, alors ça, c'est pas compliqué du tout. Okay. Il suffit qu'en fait, donc les membres du jury, eux, soit on leur fait signer un papier comme quoi ils gardent ça confidentiel, mais de toute façon, par nature, ça doit être confidentiel. Donc les membres du jury, c'est pas important. La thèse, on peut décréter un embargo sur la publication de la thèse. Et si vraiment on veut un secret absolu, on peut même décider de soutenir la thèse à huis clos. Donc ça, c'est vraiment de la routine au niveau des établissements maintenant. Ok, donc il y a des solutions même dans ces cas-là. Et on va parler un petit peu de transfert maintenant. Je m'interrogeais sur le fait qui gère les négociations avec un partenaire si on souhaite transférer donc le brevet, ou bien qu'un partenaire souhaite le racheter. Donc ça peut être une start-up issue du labo, ça peut être un grand groupe ou une PME, ETI qui souhaite acquérir la technologie. Comment se passent les négociations et qui gère un peu ces éléments-là? Le plus souvent, en fait, ces négociations-là sont prises en compte soit donc, les négociations sont prises en compte par la Southwest de valorisation en ce qui concerne les personnels des établissements d'enseignement ou par le CNRS, par CNRS Innovation. Mais le plus souvent chez nous, c'est la Southwest de valorisation qui gère ça et donc qui nous tient au courant de l'avancée, mais c'est elle qui négocie. Ok. Et comment on vit justement en tant que personnel de recherche cette période de négociation, puisque vous êtes plus trop impliqué, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais? Comment on vit ça côté chercheur? Ça dépend beaucoup de la personne chargée de transférer. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très proches des chercheurs et qui vont les tenir au courant, puis d'autres qui, au contraire, vont donner l'impression, à tort, mais vont donner l'impression par leur comportement que le chercheur est un peu dépossédé de son invention. Ça, quelquefois, ça pose quelques petits problèmes psycho. Et bon, il ne faut pas hésiter à en parler parce que c'est pas de la malveillance, c'est simplement il faut en parler, il faut communiquer et ça s'arrange. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Ouais, donc un sentiment de dépossession qui peut des fois arriver, effectivement. Donc qui n'est pas inévitable puisque effectivement, comme tu disais, on peut
communiquer avec les personnes en charge des dossiers. Quels conseils tu donnerais justement à un ou une collègue qui envisage de se lancer dans le dépôt de brevet, éventuellement dans le transfert? Ben moi, j'ai un tout petit peu d'expérience. J'ai fait deux ou trois transferts comme ça. C'est génial, quoi. Il faut y aller. C'est-à-dire, comme conseil, je dirais, fonce et puis on verra bien. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est vraiment très gratifiant et c'est vraiment très riche comme expérience. Donc, ouais, le principal conseil, c'est d'y aller, de pas hésiter. C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément formé, on n'est pas forcément habitué. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ok. Et à contrario, est-ce qu'il y a des écueils, des erreurs à ne pas commettre quand on veut justement se lancer dans ce parcours brevet et éventuellement transfert? L'écueil essentiel pour moi, c'est la divulgation. Et je fais très attention et j'informe très vite mes doctorants, par exemple, qui sont, bon, la jeune génération, ils sont plus sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à mettre un peu des photos d'eux, par exemple, devant leur poster ou des choses comme ça. Il faut éviter ce genre de choses si on pense qu'on va vers quelque chose qui serait éventuellement brevetable. Donc, être vigilant, demander à tout le monde d'être vigilant, de ne pas divulguer, en fait, les résultats des recherches. Ça, c'est l'écueil le plus important parce que c'est vraiment rageant de dire, voilà, c'était super, mais c'est divulgué, donc c'est plus brevetable. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est décevant. Et je pense aussi, alors tu vas me dire ce que tu en penses, moi un écueil peut-être aussi à éviter, c'est que le chercheur vienne s'immiscer dans la négociation commerciale entre le partenaire en charge, le mandataire en charge de cette négociation et le partenaire qui va être envisagé. Parce que ça peut créer un espèce de billard à trois bandes qui est un peu compliqué à gérer derrière pour les négociations. Alors, comme on disait, des fois, il y a ce sentiment de dépossession qui fait que éventuellement un chercheur a envie d'y aller. Mais ça, c'est aussi des choses qui peuvent, au lieu d'améliorer les choses, peuvent justement contribuer à envenimer peut-être les situations et à rendre les négociations plus longues que ce qu'elles auraient pu être. Alors, je sais pas si tu partages mon point de vue là-dessus, mais voilà, c'est un écueil aussi qui m'est venu en tête. Non, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, le chercheur a un petit peu le sentiment que c'est sa chose, son brevet, et en fait va avoir souvent tendance à vouloir intervenir et à vouloir intervenir dans la négociation. Et ça, c'est un peu embêtant pour les négociateurs parce qu'ils ne peuvent pas négocier d'un côté et que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui soutiennent pas leurs demandes. Donc en fait, il faut être vigilant pour ça. En tant que chercheur, il faut essayer de lutter un petit peu contre cette tendance qu'on a à vouloir accompagner jusqu'au bout. Et à un moment donné, il faut lâcher et laisser les négociateurs faire. Tendance qui est humaine, mais voilà, chacun son métier, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, j'imagine. Par exemple, la Southwest valorisation fait ça très bien. C'est-à-dire que la négociation des testifs sous leur impulsion est nettement plus avantageuse que ce qu'elle était lorsqu'on le faisait à l'ancienne, chacun pour soi. Donc c'est vraiment important de les laisser faire. Très bien. Sur ce, on va vous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir participé à ce podcast. On espère que les informations qu'on vous aura données vont vous intéresser. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission.